Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir avec Sophie, qui est CEO et fondatrice de SeeMyVet, pour vous parler d'un sujet qui est important en ce début d'année, qui sont trois règles d'or qui permettent d'engager durablement les équipes. Sophie, je te propose de te présenter. Bienvenue. Oui, merci beaucoup. Bon, je vais pas épiloguer sur moi. J'aimerais peut-être introduire directement sur le fait que la raison d'être de ce webinaire et la raison d'être de SeeMyVet, qui est focus sur l'amélioration du quotidien du vétérinaire, qui nous réunit aujourd'hui. Et c'est fort d'un constat non seulement personnel, d'avoir travaillé 8 ans sur le terrain en tant que vétérinaire clinicienne, mais aussi surtout des chiffres qui sont assez parlants aujourd'hui. 40% des vétérinaires qui quittent la profession ont moins de 40 ans. On est aussi sur une désertification rurale qui est au cœur d'un autre sujet aujourd'hui, notamment la fondation d'une école privée, qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais dont on connaît. Et puis, je pense que tout le monde sait aujourd'hui que le vétérinaire, c'est dans le top 10 des professions à suicide, c'est-à-dire 3 ou 4 fois au-dessus de la moyenne. C'est vraiment des chiffres qui sont très parlants, qui sont le fondement de mon fer de lance, mon cheval de bataille aujourd'hui, et que finalement, cette mission et la rencontre fortuite que j'ai pu faire de Martin, qui nous a permis de nous rendre compte que nos missions sont très similaires, et donc nous a donné envie de mettre en place un partenariat dont Martin va parler rapidement pour introduire le sujet et le webinaire aujourd'hui. Merci Sophie, on est ravis de t'accueillir et puis bienvenue à tous nos participants et participantes. En quelques mots, je vais partager mon écran pour vous rappeler le thème principal d'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment quelles sont les règles d'or pour engager durablement votre équipe vétérinaire. Pour me présenter en quelques mots, je suis Martin. Je suis président cofondateur de Chakari, la première plateforme de coaching 100% dédiée aux professionnels du monde de la santé. Et effectivement, tu parlais de convergence en termes de mission. Notre mission est de prendre soin des professionnels de santé. Et on s'est rencontrés avec Sophie à la station F, elle qui travaille dans le monde vétérinaire et moi donc, sur le sujet des professionnels de santé. On s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. La raison pour laquelle on a organisé ce webinaire, c'est effectivement donc, tout ce que tu évoquais en amont, Sophie, de par ton parcours de vétérinaire. C'est aussi un contexte qui a été amplifié par la crise du Covid. On souhaite vraiment être humble dans ces règles qu'on va vous présenter parce qu'elles présentent des grandes lignes directrices et qu'on souhaite rendre les plus concrètes possibles. Et en même temps, on est conscient qu'il faudra les adapter à votre réalité. Alors, le contexte du pourquoi travailler sur le prévenir plutôt que guérir, et de se dire que peut-être que le patient intéressant dont on pourrait parler aujourd'hui, c'est l'organisation finalement, c'est l'organisation du monde vétérinaire. Il est lié aussi à ce phénomène. Donc, il y a une étude de la Fondation Fédération Hospitalière de France qui a été diffusée, qui montre qu'il y a la vague la plus importante, en fait, qui est en train de se produire suite à la crise du Covid, c'est une vague aussi liée aux risques psychosociaux. Burn-out, qui aujourd'hui, ou dysfonctionnement d'équipe. On a vu des équipes qui étaient dysfonctionnantes avec des conflits amplifiés. On a beaucoup appris aussi d'une initiative de flash coaching qu'on a monté ensemble avec SeeMyVet, dont on pourra revenir. Donc, la question est comment finalement apprendre à surfer plutôt qu'à d'être submergé par ces vagues. Parce que finalement, ces vagues, elles font partie du quotidien. Il y en a eu avant le Covid, il y en aura d'autres après. Ce sont les imprévus, ce sont les bouleversements organisationnels. Et donc, voilà le sujet qu'on aimerait aborder avec vous. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, nous avons décidé avec Sophie de lancer une initiative de flash coaching. Donc, peut-être, Sophie, on peut présenter en quelques mots cette initiative et le pourquoi de cette initiative. Je t'en prie, si tu souhaites partager.
Bah oui, bien sûr. Attends, déjà, je dis, on m'a posé une question de si je devais porter le masque ou pas. Il y a là où je travaille aujourd'hui, il y a un peu une police du masque, donc je vais faire très attention. Donc, je vais essayer de parler au-dessus comme ça. Mais voilà, si vous voulez remettre le masque rapidement, c'est parce que voilà, il y a un vigile qui passe. Donc, j'espère que vous m'entendez mieux dorénavant. Oui, très rapidement pour le flash coaching, pour que ensuite on rentre dans le vif du sujet. Il s'agissait de finalement mettre à disposition de plus de vétérinaires possible, 30 minutes avec un coach de chez Chakari, avec une problématique identifiée au préalable sur lequel il pouvait travailler et potentiellement trouver aussi quelques clés qui lui permettraient d'aller de l'avant suite à ce coaching. Aussi, lui montrer, parce que je pense aujourd'hui, il y a énormément de gens qui connaissent le coaching peut-être de loin, mais qui ne savent pas concrètement ce que ça peut faire et ce que ça peut apporter. Donc, c'était aussi l'opportunité de présenter le coaching et présenter chez Akari. Et pourquoi pas d'identifier des problématiques sur lesquelles ils pouvaient travailler sur du plus long terme. Donc voilà, c'était quelque chose qu'on a mis en place sur un mois, je pense, et qui a eu vraiment beaucoup de participants. Donc, je te laisse faire le récap, Martin. Alors effectivement, on a eu une trentaine de demandes de vétérinaires pour les flash coaching et on avait effectivement dans le process d'abord un temps d'écoute avec un expert de Chakari et une mise en relation avec un ou une coach certifiée, formée, supervisée qui a des connaissances dans le monde de la santé pour travailler sur un sujet précis. Et c'est les sujets qu'on a pu identifier, les problématiques. Il y a 4 grandes problématiques qu'on a identifiées au regard de tous nos apprentissages. La première, c'est une notion de situation managériale difficile avec des conflits qui peuvent apparaître dans la structure au niveau de l'organisation. C'est-à-dire, il y a des rôles, des responsabilités qui ne sont pas toujours claires et ça peut créer des conflits de se dire, par exemple, telle personne a toujours les cas vétérinaires les plus difficiles à gérer ou telle autre gère de manière plus systématique l'administratif et telle personne doit gérer une équipe et elle n'est pas à l'aise dans son rôle de manager. Donc, comment faire? Comment gérer ce point? Ça, c'est le premier point. Le deuxième, il consiste aussi à travailler sur la communication. Effectivement, le dénominateur commun des professionnels de santé, et je pense que c'est le cas aussi pour les vétérinaires, c'est que finalement, vous avez d'excellentes formations académiques, techniques, scientifiques, et tu pourras aussi partager ton expérience à ce sujet, Sophie. Il y a peu d'accompagnement sur le plan humain, sur de se dire comment bien gérer la relation avec des propriétaires, avec des équipes, avec nos confrères et consoeurs. Et pourtant, ce sont des points essentiels pour justement prendre en main la qualité de vie au travail, sa qualité de vie au travail, mais aussi construire une organisation où il fait bon travailler. Le troisième, il est autour de fédérer autour d'une vision commune. Il y a parfois des intérêts divergents entre métiers ou entre associés auprès de cliniques ou d'établissements vétérinaires ou même de coéquipiers. Et du coup, comment on crée une vision commune, on fédère et on revient sur des choses fondamentales que sont le sens, le pourquoi vous avez choisi cette profession, qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Et le quatrième point, il est un petit peu corrélé à ces différents sujets, c'est gestion, équilibre pro-perso, sur lequel on abordera moins aujourd'hui, mais en tout cas, on souhaitait déjà vous restituer les 4 grandes problématiques identifiées. Sophie, est-ce que tu souhaiterais rebondir par rapport à ces problématiques, regard de ton expérience de vétérinaire aussi, et de tout ce que tu as construit chez CIMAIVET? Écoute, très rapidement pour le très rapidement pour le coup, parce que je pense qu'on abordera les détails des 3 premiers, en tout cas sur des cas pratiques. Une chose que peut-être qui est intéressante de souligner, c'était que clairement déjà pendant mon quotidien, même si je ne pouvais pas de vétérinaire, je n'avais pas forcément identifié, catégorisé de cette manière-là. Je me suis quand même rapidement rendu compte que j'étais très bien formée au niveau scientifique, mais clairement, il manquait des pièces du puzzle. Et
ce manquement de pièces du puzzle, je me suis vraiment rendu compte après mes 8 ans de pratique, je suis passée dans le monde de l'entreprise et j'ai eu la chance de faire un master sur lequel on a fait beaucoup aujourd'hui, de plus en plus dans les écoles de commerce. Ils forment non seulement sur le côté ce qu'on appelle hard skills, donc finance, marketing, etc., mais ils insistent énormément sur le côté ce qu'on appelle soft skills, qui sont les compétences comportementales. Et je me suis vraiment rendu compte que effectivement, j'avais pas mal de trous dans la raquette. Et je me suis dit, si seulement j'avais eu même un dixième de ces formations-là quand j'étais en école veto, et à quel point ça aurait pu m'aider. Merci. Donc, ces fameuses compétences alors, comportementales, effectivement, sont essentielles. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet pour le premier axe, en tout cas, qu'on vous propose au niveau de tous les apprentissages qu'on a recueillis du terrain. Consiste à clarifier les rôles et les responsabilités. Donc, la première question, c'est: est-ce que vous avez un organigramme? Est-ce que vous avez travaillé entre associés sur une définition claire des rôles et des responsabilités, avec un point essentiel qui est naturel et qui fait partie aussi, je dirais, de la vie des petites et moyennes entreprises. On voit une question que Jenny aussi sur: pourriez-vous donner des exemples de compétences comportementales? Merci. Le but étant que ce webinaire soit interactif. Il y en a beaucoup. Par exemple, la communication assertive, la résolution de problèmes complexes. Ça peut être aussi la négociation aussi. C'est des choses comme ça. Ouais. Voilà, effectivement, c'est ce qu'on appelle des compétences non techniques qui peuvent être utiles au niveau de la gestion des relations ou au niveau de la gestion d'équipe. Donc, pour revenir sur la notion de rôle et des responsabilités, beaucoup de conflits dans les organisations proviennent de ce qu'on appelle les zones d'incertitude. Les zones d'incertitude sont liées au fait que des rôles et des responsabilités ne soient pas clairs. Et au fur et à mesure que la structure évolue, on a besoin de faire évoluer ces rôles et ces responsabilités en permanence. Et donc, Sophie, justement, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets que tu as vécu de ton expérience à ce sujet? Oui, bien sûr. La première chose qui m'avait percutée quand on avait identifié ce premier axe, c'était de me dire, en fait, je pense que j'ai jamais, en dehors de mes 3 dernières années où j'étais en résidence dans un hôpital public, donc en université, mes 5 ans précédents, excusez-moi, mes 5 ans précédents, on n'avait jamais un organigramme, je n'aurais même pas su dire ce que c'était. Et on n'avait clairement pas de rôle et de responsabilité clairs en dehors de vétérinaires associés, vétérinaires salariés et ASV. Je pense, et je ne caricature, en tout cas pour ma part, mon expérience personnelle, je ne caricature pas. Je me souviens m'être donné mes propres missions à un moment donné, une fois que j'avais pris un peu de confiance en moi, de me dire tiens, j'aimerais bien mettre en place, je ne sais pas, une clinique de gestion de gériatrie, par exemple, et c'est des choses que j'ai mis en place, j'ai demandé à personne, je roulais un peu ma bosse, mais par contre, comme j'avais personne avec moi qui s'engageait, avec qui je pouvais forcément échanger sur ce genre de choses, je m'essoufflais assez rapidement, et je devenais rapidement assez frustrée aussi de cette situation. Et aussi, quand j'avais des problématiques spécifiques, qu'elles soient administratives ou même plutôt scientifiques, sur les cas, c'était la première personne qui passait qui avait la question. C'est-à-dire que si à l'ASV passait et j'avais un problème avec mon ordi, je lui demandais. Si j'avais un problème scientifique sur un cas, c'était le vétérinaire là à qui j'en parlais. Donc clairement, on ne s'asseyait pas pour discuter de choses et il n'y avait pas de rôle bien défini. Et du coup, qu'est-ce qui t'aurait aidé, toi, par rapport à cette situation? Je pense que deux choses, je pense, qui me viennent directement à l'esprit. C'est déjà peut-être une structuration, c'est déjà peut-être en aval de ce que je vais dire après, mais peut-être une structuration déjà des échanges. Je pense des points mensuels, tout le monde s'assied, où on peut échanger sur des sujets
problématique précise. Mais aussi, oui, savoir dès le départ exactement vers qui me tourner pour certaines choses. Un exemple qui me vient en tête, c'est quand on démarre dans une entreprise vétérinaire ou autre, on est perdu, il y a des nouveaux outils, il y a des nouvelles façons de faire, et de savoir où aller chercher ces informations plutôt que juste simplement un peu tirer son plan. On a l'habitude de faire ça en tant que veto. On ne pense pas qu'on est entrepreneur, mais on est très entrepreneur. On passe son temps à gérer des situations, à s'inventer des solutions. Mais avoir, oui, des endroits clairs où aller trouver ces éléments-là et des personnes claires à qui aller s'adresser. Et j'irai au-delà de ça, de dire, voilà, quelqu'un qui a besoin une ASV, par exemple, je prends l'exemple, voilà, qui a une problématique particulière avec peut-être un de mes ententes avec un vétérinaire, ça arrive, ou même entre vétérinaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un que j'identifie dans la clinique à qui je peux m'adresser de manière constante et en toute confidentialité pour gérer cette situation, par exemple? Super, merci pour ces exemples très concrets. Donc, notre invitation avec Sophie pour l'ensemble de nos auditeurs et auditrices, c'est de faire une sorte de cartographie de tous les rôles dont vous avez besoin pour que votre établissement fonctionne bien. Qu'il s'agisse du parcours que vous construisez avec les propriétaires, avec les animaux que vous adressez, mais aussi la gestion de l'interne. Ça peut être même se dire il faut un rôle pour gérer le site Internet. Et donc, il y a des rôles que vous pouvez soit internaliser, soit externaliser. Mais le fait de cartographier et de définir à chaque fois quelqu'un qui a un rôle de leader sur ce rôle et peut-être une autre personne qui peut être contributeur ou contributrice, ça peut être même une équipe qui est contributrice sur des gros blocs, ça permet de clarifier l'organisation, de créer de la simplicité, de la lisibilité, de la transparence et donc de gagner en sérénité au quotidien et en efficacité. Donc voilà pour le premier axe. Le deuxième, il est lié à quelque chose de fondamental qui est les leviers de motivation. Donc c'est adresser les leviers de motivation intrinsèques. Alors, de quoi s'agit-il? Les leviers de motivation intrinsèques, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Par exemple, à quel point je me sens en sécurité, à quel point j'ai le sentiment d'apprendre tous les jours, de progresser, à quel point je me sens reconnu par mes collègues, par ma hiérarchie, par les propriétaires, à quel point j'ai l'impression d'avoir du sens dans ce que j'accomplis au quotidien. Et tout ça, en fait, sont des leviers de motivation qui seront différents pour chaque personne. Et on vous encourage tous Socrate nous dit « connais-toi toi-même ». Et c'est vraiment ça, c'est déjà vous connaître vous-même, mais aussi connaître vos coéquipiers, vos collègues, sur qu'est-ce qui leur fait lever le matin, qu'est-ce qui leur plaît le plus. Parce qu'en fait, ces leviers sont beaucoup plus puissants pour maintenir l'engagement dans la durée que ce qu'on appelle des leviers de motivation extrinsèques, que sont le statut, le salaire, la rémunération. Les études montrent par exemple qu'une hausse de salaire génère de la satisfaction pendant 2 mois et que de toute façon, si vous demandez à des personnes quel salaire ils veulent, ils vous diront toujours j'aimerais toucher 3 fois plus que je touche actuellement. Donc il y a une sorte d'insatisfaction permanente à ce sujet, alors que bien sûr, il faut convenir au niveau des standards, mais si vous arrivez à toucher les leviers de motivation intrinsèques, ce sera beaucoup plus puissant. Donc par rapport à ça, Sophie, est-ce que tu pourrais nous donner aussi un exemple de ton vécu sur cette notion de levier de motivation intrinsèque? Tout à fait. Alors, ceux qui me connaissent vont savoir que je suis une gourmande de l'apprentissage. Et je me rappelle ma deuxième clinique dans laquelle j'ai travaillé, ils assoucissaient clairement cette gourmandise, c'est-à-dire que toutes les formations continues dans lesquelles je voulais m'engager, ils étaient clairement supportifs. Jusqu'à 2009, ceux d'entre vous qui ont mon âge ou plus s'en souviennent, il y a une crise qui est arrivée financière qui a fait que malgré tout, il y a eu un impact direct au sein des cliniques des structures vétérinaires et on a arrêté de me donner ces formations.
Et en fait, je n'ai jamais eu d'explication. Ça s'est arrêté net. Et personne ne s'est posé la question de se dire, en fait, Sophie, elle adore ça, c'est ce qui la motive. Et comment on fait finalement pour trouver une solution, soit financière pour lui donner ses formations, ou d'aller chercher, peut-être il y a une deuxième motivation intrinsèque à laquelle on peut répondre, ou il y a un autre moyen de répondre à la première motivation de savoir. Donc voilà. Okay, donc c'est ça, là, tu parlais du levier de motivation, vraiment de formation. C'est ça, donc C'est ça. Oui, oui. Moi, l'apprentissage, c'était ma motivation, et ça l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui, mais aux 5 ans, j'ai travaillé dans les cliniques, c'était apprendre de nouvelles choses. Et on peut apprendre de nouvelles choses de plein de moyens, mais en tout cas, en tant que vétérinaire, il y a un moyen qui est quand même très connu, c'est celui de la formation continue, quelle qu'elle soit, un peu plus virtuelle aujourd'hui que réelle, mais clairement, moi, ça me boostait parce que je me disais, déjà, moi, c'était quelque chose que j'aimais faire, mais en plus, ça voulait dire que mon employeur avait confiance en moi, il savait que s'il me payait cette formation, que j'allais y aller, que j'allais en retirer quelque chose, que j'allais revenir et appliquer ces choses dans la clinique. Donc, il y avait un double effet qui se coule, comme on dit. Merci. Alors, j'ai posé la question donc sur le chat à l'ensemble de nos participants et participantes. À quel point vous avez l'impression de connaître les leviers de motivation intrinsèques de vos équipes sur une échelle de 1 à 10? Donc, on a plusieurs réponses. On a des personnes qui ont mis 7, d'autres plutôt 2, 3. Et donc, c'est vraiment une invitation pour vous à vous intéresser à ce sujet et en discuter, tout simplement, pour le vivre au quotidien et l'alimenter. Et je peux vous donner un exemple personnel. Moi, je sais que avec mon associé, on a beaucoup travaillé là-dessus pour le développement de Chakari. Ça nous a aidé à mieux nous comprendre, à mieux nous connaître. Voilà. Alors, sur le troisième axe qui nous paraît essentiel avec Sophie aujourd'hui, il est sur un concept assez nouveau qui s'appelle l'expérience collaborateur. Donc, vous avez sans doute entendu parler d'expérience client. Quand vous avez pris un train à la SNCF, l'expérience client, elle commence le premier moment où on fait un clic sur le site internet. Il y a des moments de vérité dans le parcours des clients qu'on peut avoir quand on prend un train. C'est la première fois où on passe, on rentre dans le train, on se fait contrôler son ticket avec le contrôleur, on va au wagon-bar, et aussi la gestion des réclamations. Même une fois qu'on a terminé son parcours en train, eh bien, il y a la gestion des réclamations. Et finalement, on a beaucoup transposé ce concept à l'expérience patient. Donc, ça peut être aussi des expériences propriétaires pour vous, de se dire qu'est-ce qui fonctionne bien dans le parcours vétérinaire, quels sont les moments les mieux vécus, les moments les moins bien vécus dans vos relations avec ces propriétaires ou avec les animaux. Mais aussi, si on le passe du prisme du parcours collaborateur, c'est un petit peu une cartographie des étapes clés dans son parcours de vie. C'est-à-dire, l'expérience collaborateur va commencer au premier entretien de recrutement. Qu'est-ce que les candidats perçoivent? On sait qu'il y a des établissements qui arrivent très bien à recruter. Il y en a d'autres où il y a une réputation il y a des conflits dans cette clinique vétérinaire. Du coup, j'ai du mal à recruter des internes. Ça, c'est vraiment, c'est des choses qu'on a pu voir de nos expériences de flash coaching. Donc, comment on travaille sur l'expérience collaborateur? Comment on va identifier les points du parcours qui vont être absolument clés, d'abord selon la perspective peut-être des associés ou des personnes clés qui sont impliquées dans ce parcours collaborateur. Exemple, le premier entretien avec le candidat, le premier jour où un nouveau collaborateur rejoint vos équipes, votre clinique, la première fois qu'on a une difficulté et qu'on ne sait pas vers qui se tourner. Ça, ce sont des moments de vérité. La première fois qu'on a son entretien biannuel ou annuel d'évaluation, si vous l'avez mis en place, mais en tout cas, c'est quelque chose en tout cas, qui devient de plus en plus essentiel. Et donc, c'est ça finalement le parcours collaborateur. C'est d'abord identifier ces moments qu'on appelle des moments de vérité et se poser la question de est-ce que ce sont des moments qui sont bien vécus ou est-ce que ce sont des moments qui ne sont pas très bien vécus? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire
s'ils sont bien vécus, pour les systématiser, les améliorer encore plus, si ce sont des moments particulièrement importants. Je pense au premier jour, quand quelqu'un arrive dans une startup. Un exemple très simple, c'est de l'accueillir avec déjà un livre, avec des missions. En tout cas, c'est quelque chose qu'on a fait, nous, chez Chakari, parce que j'ai pu le vivre dans d'autres startups. Accueillir quelqu'un avec déjà un livre qu'on lui recommande de lire qui va être lié à sa mission, 15 défis à réaliser dans les 15 premiers jours, avec une petite box à cocher. Et ça crée de la sympathie, ça crée du fun sur un moment de vérité qui est le premier jour dans une organisation. Donc, Sophie, est-ce que tu pourrais nous illustrer au regard de ton expérience des moments que tu as vécus sur ton expérience collaboratrice que tu as bien vécu ou moins bien vécu, pour nous donner du concret? Décidément, je perds vraiment ma voix. Oui, moi, évidemment, j'ai pas mal d'exemples qui me viennent en tête, mais notamment deux qui se complètent assez bien. D'une part, dans deux cliniques différentes, une qui s'est plutôt bien passée, une qui s'est plutôt moins bien placée. La première, j'ai commencé par la première qui s'est bien placée. C'était la deuxième clinique dans laquelle j'ai travaillé. J'ai fait face... ça faisait 1 an et demi que j'étais diplômée. J'ai fait face à un client qui était très agressif avec moi et qui s'est plaint. Et directement, mon patron, il m'a pris à part, il m'a demandé d'expliquer la situation. Il n'avait pas assisté à la confrontation. Et directement, devant moi, il m'a dit « Non, mais ça, je ne tolère pas ce genre de comportement ». Il a appelé le client, il lui a clairement dit qu'il pouvait aller chercher une autre clinique vétérinaire, que ce n'était pas du tout le genre de comportement qu'il trouvait adéquat au sein de sa structure. Et voilà, il l'a fait de manière très diplomatique, mais non seulement il a pris du temps pour moi, il s'est assis, il m'a écouté, parce que forcément j'étais assez heurtée et blessée, je ne comprenais pas trop ce qui m'était arrivé, et en plus de ça, il a mis en place une action concrète. Il ne m'a pas juste dit « oui, t'inquiète pas, ça va aller », il a vraiment fait quelque chose qui montrait qu'il prenait en compte ce que j'avais dit et qu'il voulait trouver une solution. Donc ça, c'était la première chose plutôt positive. La deuxième chose, le deuxième exemple, c'était dans ma première clinique pour le coup. Et là, il s'agissait d'une réelle plainte d'un client. J'avais sous-dosé c'était un animal qui avait été référé, donc qui était revenu à la clinique, qu'il fallait mettre sur des médicaments cardio. Et quand j'avais retranscrit la posologie, c'était à l'époque où on n'avait pas les ordinateurs, j'avais retranscrit, j'avais sous-dosé l'animal. Et quand il est retourné 1 mois plus tard d'un clinique de référé, on leur a dit « mais non, mais vous n'avez pas eu la bonne dose ». Donc, ils se sont plaints à la clinique. Et la seule chose que j'ai eue de cette plainte, c'était t'es fautive, c'est quoi cette histoire? Enfin non, il n'y a même pas eu de c'est quoi cette histoire? J'étais mise sur le banc des accusés en fait. Il n'y a pas eu un moment où le patron m'a pris à part, s'est assis, a essayé de trouver ce qui s'était passé. Et bien sûr, j'étais fautive, je le reconnais tout à fait. Mais par contre, il y avait des learnings à sortir de ça, non seulement pour moi, mais aussi pour la clinique, parce que, comme je dis, on était au papier. Il y avait des choses qui étaient retranscrites, mais mal, qui avaient été mal lues, mal interprétées. Donc, il y avait plein de choses qu'on aurait pu se dire pour éviter par la suite. Et surtout, moi, me faire sentir écoutée. Et malgré tout, malgré le fait que c'était de ma faute, au moins trouver une solution derrière pour dire tiens, ça c'est arrivé, ça ne se reproduira plus, comment on fait? Donc voilà. Merci pour son partage. En fait, ce que ça m'évoque, premièrement, je pense que c'est l'exemplarité dans le premier cas que tu mentionnes sur ton manager qui a directement appelé devant toi le patient qui avait un comportement, le propriétaire, excuse-moi, qui avait un comportement inadapté. Et pour le deuxième sujet, c'est Nietzsche qui dit une phrase que quand on ne connaît pas la cause profonde d'un problème, on dénonce un coupable. Et donc, la solution de facilité, c'est d'essayer de dénoncer un coupable qui, en fait, souvent est le fruit d'un processus inadapté. Et souvent, ce qu'on encourage, c'est plutôt de se dire comment essayer de réanalyser le process de ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné pour comprendre la cause racine d'une erreur. Et se donner le droit à l'erreur aussi. C'est un vrai tabou à briser.
Cela étant dit, il y a une étude qui montre, qui a été publiée récemment par l'OMS qui disait que les erreurs médicales sont la 10e cause de mortalité dans le monde. Donc, il y a une marge d'amélioration considérable là-dessus. Je fais écho à une question de Jenny, parce qu'on va s'approcher de la fin et on aimerait aussi avoir du temps pour les questions-réponses. Jenny qui nous dit c'est bien beau l'expérience collaborateur, mais on n'a pas beaucoup de temps dans les petites structures. Alors c'est vrai, on est conscient de la ressource temps qui est rare. Ce qui est important quand on parle de temps, c'est aussi de mesurer. Combien de temps vous passez à recruter, combien de temps vous passez sur des choses essentielles, combien de temps vous passez sur des choses qui peuvent être faites différemment, sur des choses peu importantes. Il y a cette fameuse matrice du important et urgent. Et donc, ça, c'est un sujet important. En fait, tout dépend de votre envie de travailler là-dessus. Et de se dire, travaillons d'abord sur ce qu'on appelle les fondamentaux, sur des moments qui vous paraissent particulièrement importants. Si vous observez des dysfonctionnements, partez plutôt de vos objectifs organisationnels et de ce que vous aimeriez atteindre pour identifier les points clés de l'expérience collaborateur. Est-ce que c'est fédérer autour d'un projet commun? Est-ce que c'est renforcer l'attractivité de votre clinique? Est-ce que c'est diminuer les conflits? Parce qu'à force de voir des conflits, vous observez des équipes qui vous quittent et un absentéisme. Et donc, il y a aussi du temps qui est passé pour les recrutements, pour former de nouveaux arrivants, nouvelles arrivantes. Donc, tout ça, en fait, c'est des éléments à prendre en compte pour définir vos objectifs et du coup, se dire quels sont les moments de l'expérience collaborateur que je vais cibler en priorité. J'espère que ces éléments de réponse déjà apportent voilà, des premiers apprentissages. J'en profite juste pour rebondir rapidement, Martin. Je fais écho parce que je sais que l'élément temps, il est vraiment précieux et considérable en tant que vétérinaire. Se fixer des petits objets, ne pas se dire que demain, on va révolutionner son expérience collaborateur au sein de son entreprise. Vraiment partir avec un ou deux éléments sur lesquels on pense qu'on a vraiment envie de travailler. On parle d'objectifs SMART en langage startup, mais c'est vraiment se dire, identifier un ou deux éléments spécifiques qui sont mesurables, comme tu l'as dit, qui sont atteignables, ou peut-être un peu audacieux aussi, et sur un élément de temps aussi. Je pense que l'élément de temps, il est important de se dire, voilà, on va travailler sur ces deux choses-là et on va tout mettre en place pour que dans 6 mois, on ait amélioré telle ou telle chose, quoi. Voilà. J'en profitais juste pour rebondir sur l'élément de temps parce que je sais que c'est un gros sujet pour les vétérinaires. Absolument. Alors justement, déjà, on vous invite à poser vos questions si vous le souhaitez, hein, par écrit. On peut prendre des questions, Sophie et moi, parce que, on souhaite justement que ce webinaire soit instructif et soit concret. Donc, nous avons travaillé avec Sophie sur trois points clés avec une invitation à chaque fois qui reprennent les 3 règles d'or. Donc, la première, sur la notion de rôle et de responsabilité, c'est poser la question, soit par oral, soit avec une enquête interne auprès de vos équipes, sur à quel point, sur une échelle de 1 à 10, les rôles et les responsabilités sont clairs au sein de votre organisation. Et vous allez voir que vous avez votre perception et vous allez croiser avec la perception des autres. Et ça, déjà, ça vous permettra de poser un premier diagnostic pour se dire qu'est-ce qu'il faudrait qu'on clarifie dans nos rôles et les responsabilités pour justement faciliter le fonctionnement. Donc ça, c'est le premier point sur voilà, la notion de rôle et de responsabilité. Le deuxième, c'est d'inviter chaque personne à s'exprimer sur leurs leviers de motivation intrinsèques les plus importants. Qu'est-ce qui est au cœur de leur motivation au-delà, bien sûr, du sens, parce que je pense que c'est un dénominateur commun, vraiment, on en a beaucoup parlé, Sophie, le métier de vétérinaire, c'est un métier qu'on fait par passion, on veut souvent faire depuis qu'on est tout petit. Et après, on peut changer aussi sur... certains peuvent avoir le relationnel, qui est un des points qui les motive le plus, d'autres, la notion d'apprentissage. Donc, c'est le deuxième point clé, c'est on vous invite à vous interroger individuellement et collectivement sur quels sont les leviers de motivation les plus forts auprès de l'ensemble de vos collaborateurs pour capitaliser dessus. Parce que vous gagnerez du temps à renforcer les qualités de vos équipes plutôt que de se focaliser sur des points, sur des défauts, entre guillemets, ou des actes d'amélioration en essayant de les corriger.
Et le troisième, par rapport à soigner l'expérience collaborateur, c'est justement de partir de vos objectifs. Qu'est-ce que vous souhaitez accomplir comme objectif SMART, hein, pour reprendre ta terminologie, Sophie. SMART, c'est spécifique, mesurable, atteignable, relié à une action et défini dans le temps. Et donc, se dire, en partant de mes objectifs, exemple, je souhaite renforcer la cohésion de mon équipe, quels sont les moments de vérité sur lesquels je vais vouloir travailler? Eh bien, prendre la décision de se dire, tous les 3 mois, on fait un week-end un petit peu ouvert, où on a une journée ou une soirée d'équipe qui crée ce lien, où on apprend à se connaître aussi sur le plan personnel. Ça aura un impact sur la cohésion. Si c'est un problème d'attractivité, de se dire, renforçons la notion de marque employeur, enfin, ou tout simplement l'accueil de nos nouveaux arrivants et nouveaux arrivantes, des internes, qui pourront justement porter une image plus positive que celle qu'on a ou dont on hérite. Donc voilà un petit peu les grandes lignes. Sophie, est-ce qu'il y a d'autres points que tu voudrais partager? Non, peut-être que je voulais juste, parce que ça m'y a fait penser le point 2, le levier de motivation. Bon, je suis clairement pas une millennials, mais clairement, c'est quelque chose qui m'animait beaucoup, mais c'est quelque chose qui est encore plus important aujourd'hui, je pense, avec les nouvelles générations. Hein, on les stigmatise beaucoup. Je pense que, bon, voilà, ça, c'est un autre sujet, mais je pense qu'ils ont aussi beaucoup de choses à apporter à la table. Mais il y a un élément qui est très, très important chez eux aujourd'hui, c'est, tu disais, le sens. Et je pense que c'est des choses qu'il faut prendre en compte et c'est des questions qu'il faut leur poser d'emblée si on veut les garder de manière pérenne au sein d'une structure. C'est un excellent point et je pense encore plus dans les métiers de la santé où parfois on voit certaines personnes qui ont l'impression qu'il y a une perte de sens parce qu'ils ont l'impression d'être pris dans une sorte de tunnel d'accélération sur le temps où il faut tout faire très vite, il y a une quantité de travail importante à absorber. Et donc, le fait de prendre le temps de valoriser aussi ce que vous faites, de transformer la vie d'un cheval ou d'un animal, de le remettre sur pied avec des histoires que vous permettez même à vos collaborateurs de porter, de partager ensemble. Ce sont des moments forts, des moments extraordinaires qu'il faut effectivement multiplier. Voilà, donc en synthèse, hein, les trois enseignements clés, c'est vraiment la notion de clarification des rôles, des responsabilités, adresser les leviers de motivation intrinsèques et soigner l'expérience collaborateur. On espère sincèrement que ce webinaire a été instructif, porteur de sens et vous permettra de progresser au quotidien. Donc, je vois juste qu'il y a une question qui nous a été posée. Vous n'avez pas repris la notion de vision de ce que l'on veut accomplir dans la clinique. Quel est le projet? Est-il bien défini, l'expérience monde? Alors, c'est un très bon point. Merci, Philippe, pour cette question. La notion de vision, elle est essentielle parce que c'est aussi ce que vous portez. De ce que j'observe, c'est que parfois, il y a vraiment un besoin d'alignement déjà au niveau des associés fondateurs d'une clinique, ou en tout cas des dirigeants, sur quelle est leur vision, où est-ce qu'on est aujourd'hui, où est-ce qu'ils veulent être dans 3 à 5 ans. Qu'est-ce qu'ils veulent développer comme expertise, quelle est leur vision à la fois pour les propriétaires, les animaux, mais aussi leur organisation, parce que finalement, c'est ça aussi, ils ont la responsabilité d'une organisation, d'équipe. Et donc, il y a beaucoup d'outils possibles pour travailler sur la vision, notamment des exercices de projection, des exercices avec l'utilisation d'images, des dynamiques de coaching, d'accompagnement. Donc, on sera ravis de discuter avec vous après le webinaire à ce sujet si vous le souhaitez. Oui, l'objectif là, ouais, je pense le côté vision, ça pourrait faire un webinaire ou plusieurs webinaires à part entière. Là, ce qu'on voulait, c'était vraiment apporter trois éléments considérés phares sur lesquels les vétérinaires pouvaient travailler dès qu'ils cliquent sur fermeture du webinaire, ils peuvent rentrer dans leur clinique et mettre en place ces trois conseils qu'on leur a donnés. Donc, on espère vraiment que ce sera le cas. Et puis, pour relier ça, ce sera le mot de la fin, je pense,
la vision est liée aussi à des leviers de motivation intrinsèques que sont le sens. Et le deuxième, c'est le sentiment d'appartenance. Donc finalement, c'est complètement d'actualité. Un immense merci à tous. Merci beaucoup, Sophie, pour ta présence. Avec C'est plaisir. super de faire ce webinaire avec toi. Merci beaucoup à tous nos interlocuteurs, enfin tous nos participants et participantes qui sont connectés des quatre coins de la France et peut-être même je crois qu'il y en a qui sont en Belgique. Et puis, on vous souhaite une excellente continuation, un excellent début d'année 2021. Prenez bien soin de vous. Au revoir tout le monde. Merci.